Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire Valoriser l'arbre comme ressource de forage complémentaire, qui appartient à la collection des webinaires sur le changement climatique, qui marque la fin des projets ClimaVège, donc des projets de recherche-action. Je suis Roxane Rojon, je travaille au CIVAM de la Sarthe et je vais animer ce webinaire avec vous. Il sera du coup présenté à plusieurs voix. Il y aura la Fédération régionale des CIVAM Pays de la Loire, le CIVAM de Loire-Atlantique, le CIVAM Agriculture durable du Maine-et-Loire, de la Mayenne et du coup de la Sarthe aussi, le CIVAM de Vendée qui s'appelle le GRAPEA, la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire, la ferme expérimentale des Établières et Végépolis Vallée. Donc, euh, tout ce travail a été financé par la région Bretagne, la région Pays de la Loire et l'ADEME. Donc, merci à eux pour ce financement. Alors, pour que tout se déroule bien pendant ce webinaire, je vais vous demander de bien penser à couper vos micros pour une meilleure qualité de son pendant la présentation. Vous pouvez aussi couper votre caméra si vous le souhaitez. N'hésitez pas à zoomer, c'est possible, sur la présentation si vous voulez voir plus précisément. Pour poser vos questions, il y aura des temps d'échange et de questions. Ça pourra se faire dans l'onglet plutôt dans le chat. Pour ça, c'est dans l'onglet conversation pour poser vos questions tout au long du webinaire et on les prendra sur les temps de questions. Ce webinaire, il sera enregistré et il sera disponible ensuite en replay sur le site internet de la Fédération régionale du CIVAM, Pays de la Loire et sur VGPolis Vallée, pardon, et il y aura les diapos aussi de disponibles. Ce webinaire, il est là, il va durer 1 heure et demie, donc on est ensemble jusqu'à 11h30. Au programme, du coup, on a une présentation d'abord du projet ClimaVège et ensuite on va partir sur trois parties, sur une présentation en trois parties. D'abord, on va vous reparler un petit peu du déroulement du projet, de l'analyse des pratiques sur les fermes et des témoignages d'éleveurs. D'abord le témoignage d'Alain, ensuite celui de Yann, puis le témoignage de Grégoire. Et en dernière partie, on va présenter les résultats des suivis en ferme expérimentale et les analyses des essais sur les fermes, puis une conclusion. Je vais maintenant passer la parole à Solène Mérissé, qui va pouvoir vous présenter le projet ClimaVège. Merci Roxane. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est le 17e d'une collection plus large organisée dans le cadre du projet ClimaVège. Je suis Solène Le Hérissé, je travaille à Végépolis Valais comme le disait Roxane et nous avons été chefs de file de ce projet-là. ClimaVège, c'est l'association de deux mots, climat et végétal, et c'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il implique 80 partenaires autour de 24 tâches de travail. Et comme le disait Roxane, donc il est financé par deux régions, la région Pays de la Loire et la région Bretagne avec l'ADEME d'autre part. Et bien sûr, via l'implication des différents partenaires. Toutes les actions s'articulent autour de ce triptyque eau, sol, plante. Il y a beaucoup d'actions et elles sont vraiment de différentes natures. Il y a à la fois des travaux prospectifs, de co-conception avec des groupes d'agriculteurs, des travaux de recherche ou des travaux plus d'expérimentation. Donc vous l'aurez compris, là on arrive à la fin, donc c'est pour ça que cette collection de webinaires est organisée, vous permettant de vous présenter les résultats acquis pendant ces 4 années de projet. Cette collection a démarré mi-octobre et va se poursuivre jusqu'à mi-mars pour voilà, vous faire part de toutes ces avancées pendant ces années de projet. Je laisse maintenant la main à Roxane pour la suite de l'animation du webinaire. Bon webinaire à tous. Maintenant, ce sera à Lionel de présenter le retour sur le déroulement du projet. Alors bonjour, je suis Lionel Magnien, je travaille à la Fédération régionale des CIVAM, qui était en charge de la coordination de ce projet. Alors je m'excuse, j'ai un petit souci de caméra qui me permet pas de me montrer, mais j'espère que vous allez bien m'entendre. D'abord un petit point sur les objectifs de ce projet. L'objectif de ce projet était d'abord de renforcer la place de l'arbre dans les systèmes d'élevage par l'utilisation de ces arbres
pour développer l'autonomie en fourrage. Donc cet objectif de renforcement de la place de l'arbre était partagé avec une autre tâche animée par les CIVAM des Pays de la Loire dans Climavège, qui portait, elle, sur l'utilisation du bois comme des plaquettes de bois comme ressource de litière complémentaire. Donc c'est un projet, si ça vous intéresse, qui est disponible sur le site de VG Police Vallée et également dont les livrables sont disponibles sur le site de la Fédération régionale des CIVAM. Euh, donc, par rapport à ce projet portant sur l'arbre fourrager, notre objectif était évidemment de répondre aux questions opérationnelles d'éleveurs et d'éleveuses qui avaient été identifiées lors du montage du projet. Donc les CIVAM, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, enfin, sont des associations d'éleveurs, d'éleveuses et donc travaille avec des groupes d'éleveurs. Donc on a pré-identifié à l'écriture du projet un certain nombre de questions. Et donc les deux questions principales auxquelles on a cherché à répondre étaient celles des essences qui sont utilisables comme fourrage complémentaire et comment les mettre en œuvre de façon pérenne pour ne pas risquer de remettre en question la ressource. Et puis, la deuxième question était celle de l'intérêt de ces pratiques, à la fois en termes de gain de fourrage, mais également sous l'angle de la qualité du travail pour les agriculteurs, agricultrices et salariés des fermes, et puis enfin celle du bien-être animal amené par l'utilisation de cet arbre fourrager. Donc voilà pour les objectifs. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Roxane. Merci. Alors en termes d'organisation, le projet, le cœur du projet était autour de groupes départementaux qui se mettaient en place, donc qui ont émergé en début de projet en 2022 et dont on a appuyé l'émergence. Donc l'animation de ces groupes était réalisée par des animatrices des CIVAM des 5 départements des Pays de la Loire. Et ces groupes se sont mis en place autour de formations qui répondaient à un certain nombre de besoins et d'attentes propres à chaque groupe. Et puis, en commun à l'ensemble de ces groupes, eh bien, la mise en place progressivement de suivi d'essais individuels, dont on va reparler évidemment un peu plus tard. Donc le comité technique était en charge de l'animation, de la préparation de l'animation de ces travaux de groupe et était alimenté par les travaux de ces groupes départementaux. Et ce comité technique était composé donc des salariés techniciens des organisations partenaires que vous avez vu sur la première diapo d'ouverture du webinaire. Donc ce comité technique avait en charge l'impulsion, l'organisation des actions, et puis ensuite, l'analyse et la synthèse des travaux en vue, sur la fin de projet, de produire les livrables dont je vous parlerai à la fin de ma présentation. Un autre élément important du dispositif, et même le cœur du pilotage du dispositif, était constitué par les rencontres régionales et le comité de suivi régional, qui était en fait le comité de pilotage du projet, constitué d'agriculteurs membres des groupes et du comité technique, qui visait à orienter le projet, cibler les pratiques principales, donc affiner les questions qui avaient été identifiées au départ du projet, et puis ensuite échanger sur les outils méthodes d'analyse des pratiques. Et enfin, donc le quatrième rectangle du dispositif était autour de la mise en place d'expérimentations sur les 2 fermes expérimentales partenaires du projet, donc les établières et Tourigné, avec Simon Logeret et Sixtine Fauvio qui interviendront un peu plus tard dans le webinaire. Et donc le volet Ferme XP, lui, visait, à partir des questions qui avaient été identifiées au cours des rencontres régionales, à mettre en place des protocoles. Donc il y avait déjà évidemment un certain nombre d'hypothèses de protocoles. Donc ça a permis en fait d'affiner les protocoles en lien avec les questions identifiées en commun au niveau régional. Et donc évidemment avec tous les moyens des fermes expérimentales qui ne sont pas ceux qu'on a pu mettre en place en termes de suivi sur les autres fermes.
Donc des moyens plus de mesures quantitatives et puis également de l'évaluation de la qualité fourragère. Donc il y a eu des mesures sur la qualité fourragère de différentes essences dont on vous parlera dans la partie résultats. Voilà pour l'organisation. Donc si on rentre après dans les travaux réalisés, donc il y a deux volets sur ce volet, sur cette question des travaux réalisés. Donc le volet rencontre dont je vous ai parlé avec au total 14 réunions de groupes départementaux dans le cadre du projet. Et puis 6 rencontres régionales, donc avec d'abord dans l'ordre chronologique l'inventaire des pratiques et des questions. Donc le ciblage qui a été réalisé autour, enfin ciblage des pratiques qui paraissaient les plus intéressantes à creuser par les éleveurs, éleveuses participant au comité régional, donc qui était le pâturage direct et la rame au sol, donc qu'on a travaillé plus particulièrement. Et puis ensuite, on a affiné sur les 3 dernières rencontres des questions liées à la contention pour la mise en œuvre du pâturage direct, qui est un élément très important, on va y revenir. La question de la mécanisation autour de la rame au sol, donc la rame au sol en fait qui consiste à couper des branches et à la mettre à disposition des animaux. Et évidemment, il y a une question de mécanisation et d'optimisation par rapport à l'entretien des haies notamment. Et puis la dernière rencontre qui portait sur la question de la conduite d'élevage et les comportements alimentaires des animaux. Et enfin, côté suivi, donc on a mis en place une méthode de suivi qui puisse être mise en œuvre sur les fermes, en s'appuyant notamment sur des photos, en s'appuyant également sur le passage donc de l'équipe technique sur 4 fermes qui ont bien voulu jouer le jeu de suivre plus précisément leurs essais. Et puis, comme je le disais, des protocoles et des suivis spécifiques qui ont été mis en place au niveau des fermes XP. Et enfin, donc, sur les suivis, l'analyse des essais qui a été fait en comité technique et la production des livrables, comme je l'ai déjà dit. Et donc, on passe à la dernière diapo, merci, sur les livrables. À l'issue de ce travail, on a 3 grandes familles de livrables qui ont été produits et qui sont accessibles donc dès aujourd'hui sur le site des CIVAM Pays de la Loire et sous peu sur le site de VG Police Vallée. La mise en ligne est toute fraîche. Donc il y a un recueil technique qui rapporte les essais qui ont été suivis et qui réalise une analyse transversale de ces essais et qui permet aussi de valoriser tout le matériau qui a été collecté dans les rencontres régionales avec les éleveurs et éleveuses. Donc il y a une notice technique également qui a été produite, qui n'était pas forcément prévue initialement sur le projet et qui porte sur l'opportunité de valorisation fourragère lorsqu'on réalise des opérations de gestion de ces haies. Donc, un document qui a vocation plutôt à être une forme d'annexe au plan de gestion durable des haies. Et puis enfin, 2 vidéos là qui sont très concrètes, qui ont été réalisées chez 2 éleveurs qui en plus sont présents aujourd'hui, donc Béatrice Cherrier et Grégoire Mindet. Donc Béatrice n'aura pas forcément l'occasion de prendre la parole dans le témoignage, mais peut-être pourra intervenir si elle le souhaite au cours de la visio dans les temps de questions. Et puis Grégoire, son intervention est prévue au cours du webinaire. Donc 2 vidéos de moins de 5 minutes qui permettent de développer les pratiques du pâturage direct et de la rame au sol. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vais redonner la parole à Roxane. Et bien, maintenant merci Lionel pour avoir présenté le déroulement du projet. On va passer à la partie 2, analyse des pratiques sur les fermes et les témoignages d'éleveurs. Donc c'est Louise, Stephen et Coraline qui vont animer cette partie avec les éleveurs. Donc d'abord, on va commencer par Alain Huet, qui est éleveur, et du coup, et Louise Le Provost, qui travaille aussi de Agriculture durable du Maine-et-Loire. Ensuite, ce sera le témoignage de Yann Robin
éleveur et Tiffaine Thérèse du Grappéa en Vendée. Et on va finir par celui de Grégoire Mindet, dont Lionel parlait, où il y a une vidéo qui a été produite également chez lui. Et Clément Arnac, qui est animateur au CIVAM de Loire-Atlantique. Donc, bah, je vais laisser la parole à Louise et à Alain. Merci Roxane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Louise Le Provost, animatrice au CIVAM du Maine-et-Loire. Donc, on va passer au témoignage de Alain Huette, donc, qui va nous parler de son expérience avec les arbres fourragers. Donc, je fais une rapide présentation de la ferme avant qu'on commence le témoignage. Donc, Alain est installé avec Cécile, sa compagne, dans le Maine-et-Loire, à Écuyer, sur 86 hectares. Et ils élèvent 180 brebis allaitantes. Donc, il y a un lot d'agnelles de renouvellement, deux lots de brebis et deux lots d'agneaux. Et ils ont deux périodes d'agnelage. Et tous les agneaux sont vendus en direct. Et Cécile s'occupe aussi de l'activité ferme pédagogique, accueil à la ferme. Alain en parlera après, mais il pratique en fait le pâturage direct de manière assez naturelle sur la ferme. Enfin, c'est une mise à disposition. Et en fait, afin d'illustrer cette pratique, le témoignage qui va suivre, il va être axé sur un essai de pâturage direct qui a été fait sur une parcelle au début de l'automne 2022. Voilà. Alors, je vais te passer la parole, Alain. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes motivations pour mettre en place cette pratique sur la ferme? Bien, bonjour à tous. Mes premières motivations, c'est que déjà, la, les ligneux, pour moi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se fait naturellement. Et pour moi, il faut qu'ils soient mis à disposition en permanence parce que forcément, les animaux ont besoin ont besoin de ces lignes-là. Enfin, ça leur permet de se servir naturellement, quoi. Et dans quel essai, nous avons parlé de faire maintenir l'état des agnelles parce que c'était un lot qui avait quand même certains besoins et l'idée c'était vraiment de leur mettre l'herbe à disposition mais aussi qu'elles puissent avoir accès aux lignes le plus possible en valorisant la complémentation alimentaire des lignes. Voilà. Très bien. Merci. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous décrire cette pratique sur ta ferme, ou en tout cas la pratique qui a lieu là pour l'essai à l'automne 2022? Ouais, alors là c'était vraiment assez spécifique. C'est un lot de 40 agnelles qui quand même agnelaient c'était dans les 2, 3 mois après, plutôt au début de printemps. Et du coup, si on se rappelle de l'année 2022, qui était quand même bien sèche, à l'automne, on était content de trouver les ligneux, parce que c'est quand même la ressource qui résiste le mieux à la sécheresse, hein. Et là, en l'occurrence, on a choisi de délimiter une parcelle sur 0,4 hectares et sur un îlot de saule qui est vraiment assez déterminant au milieu de cette parcelle-là. Et je sais chaque année, les animaux mangent les saules, enfin, généralement dans cette parcelle-là. Donc là, c'était vraiment de séparer cette parcelle pour les obliger un peu à manger le saule. Enfin, ça permet aussi ça permettait de voir plus facilement, en limitant la parcelle, comment ils se servaient à volonté, enfin, à leur disposition. Ils avaient ça à leur disposition, excusez-moi. Voilà. Très bien. Donc, du coup, l'eau est restée 4 jours sur cette surface. Et donc, oui, comme tu disais, c'était un bosquet de saules. Il y avait des ronces aussi autour. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as observé sur tes animaux? Enfin, depuis que tu mets en place cette pratique, et peut-être aussi en l'occurrence là sur cet essai, quoi. Mais là, plus l'orientation animale. Ouais, alors ce que je commencerai par dire, c'est que en fait, on pratique naturellement. Enfin, quand on met au pâturage des animaux, moi, j'ai des haies, par exemple, des clôtures qui sont fixes. En fait, une fois qu'elle est mise en place, la clôture, en fait, la végétation pousse à travers naturellement et du coup, les ligneux sont à disposition en permanence.
Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les agneaux sont avec les brebis généralement quand, au printemps au pâturage, au printemps et même l'été. Du coup, il y a du mimétisme, hein. Les agneaux, ils suivent leur mère, ils ont tendance à faire la même chose. Et du coup, c'est un peu ça qui permet aux générations futures, en fait, d'aller de mieux en mieux vers cette pratique-là. Je pense que naturellement, ils se servent, quoi. Et concernant le parasitisme aussi, on peut penser qu'il y a un mieux, mais après, bon, c'était l'année qui était plutôt favorable pour le parasitisme, les années sèches, donc c'est difficile d'en tenir une conclusion vraiment, quoi. En tout cas, il faut éviter le surpâturage, ça c'est sûr. Mm. Donc ça, c'était plutôt pour l'observation sur tes animaux. Et ensuite, au niveau de la végétation, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as observé? Bah, le fait de laisser les libre accès, ça permet de vite se rendre compte des préférences des brebis, en fait. Donc là, dans l'essai, c'était vraiment le sol qui était principalement mangé, hein. Par contre, les ronces, a priori, c'est pas trop leur truc. Il y avait suffisamment de sol, je sais pas trop. Là, je sais pas s'il y a vraiment des résultats par rapport à ça qui disent que la ronce n'est pas mangée au moins par les ovins, après, peut-être plus par les vaches. Et en fait, ce que je remarque, alors ce qui est dommage, c'est que ce sont des moutons qui sont pas très hauts, donc ils mangent tout à hauteur des moutons. Ce serait, dans l'idéal, ce serait mieux qu'ils puissent brouter un peu plus haut, mais bon, voilà, je ne vais pas leur mettre des échasses non plus. Donc du coup, ça oblige un peu à entretenir la haie au bout d'un moment quand même, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et après, d'un point de vue de travail, est-ce que tu es satisfait de ces pratiques et quel impact ça a sur ton travail? Ben, moi, je suis satisfait parce que en fait, ça nettoie très bien le bord des haies. Enfin, en fait, ils entretiennent naturellement. Un entretien, c'est naturellement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Sauf qu'il faut, au bout d'un moment, il faut entretenir le dessus parce que la, la végétation retombe et grossit. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même passer de lamier. Enfin, l'idée, c'est de passer de lamier une fois de temps en temps. Et du coup, après, ça peut faire de la rame au sol, ce qui est intéressant aussi. Mais j'arrive par contre que le pâturage des animaux, ça fasse des trous dans les haies quand même, c'est ce que je disais, et qui s'échappent parfois. Donc, le fait de laisser la végétation, enfin, si la végétation prend le dessus, enfin, si on ne voit pas trop bien par le moment, il peut y avoir des trous dans le grillage. Enfin, ça m'arrive de courir après, c'est ce que je mettais, que j'ai un bon chien de troupeau, donc j'arrive à les rattraper facilement. Mais bon, dans l'idéal, c'est de les maintenir dans le champ quand même. Merci beaucoup. Et donc, du coup, depuis le début du projet, tu avais participé quand même à pas mal de réunions et de rencontres régionales. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de participer au groupe? C'est toujours intéressant de rencontrer plein de gens différents qui ont des pratiques différentes, on a des productions aussi différentes, donc on a un peu nos manières de faire chacun, et c'est toujours intéressant de voir ce que chacun peut mettre en place sur sa ferme, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que du coup, tu souhaites poursuivre la pratique donc, du pâturage direct sur ta ferme? Je vais continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Oui, oui, ça se passe plutôt bien comme ça. En cas de sécheresse, ce qui n'est pas trop le cas depuis 2 années à suivre, là, c'est même l'effet excès inverse même. Nous, on a du frêne, on a beaucoup on a de quoi faire de la rame au sol aussi si on peut pas faire pâturer directement. Donc, dans tous les cas, je continuerai cette pratique. Et dans les perspectives, oui, avec le lamier, quand les branches tombent au sol, enfin, quand on fait ça, souvent, c'est en fin d'été. De toute façon, il n'y a déjà pas le droit de le faire avant, heureusement. Mais après, c'est de récupérer les feuilles du lamier. En fait, les animaux peuvent pas tout manger en même temps parce que souvent, il y a des quantités importantes.
Et moi, j'aimerais bien travailler le fait de pouvoir stocker ces branches, je sais pas, pour pouvoir les redistribuer à un moment donné dans l'hiver. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande un peu de matériel et tout ça, c'est encore à travailler, quoi. Mais dans l'idée, c'est bien de pouvoir continuer de travailler avec les lignes, c'est clair. Ouais, très bien. Merci beaucoup Alain pour ton témoignage. Ça Et pas du tout donc je parler. repasse la parole à Roxane pour la suite des témoignages. Oui, on va passer au témoignage de Tiffany et Yann. Donc, Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis avec Yann qui va nous parler à son tour de son expérience. Donc, Yann est installé en Vendée à Boufféré sur 90 hectares où il élève plusieurs types d'animaux, donc des vaches, des porcs, des poulets, des brebis, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son troupeau bovin. Donc, on change de production. Et lui, il a deux grandes pratiques qu'il met en place sur sa ferme, le pâturage direct et la rame au sol. Donc, il va nous parler un peu de ces deux pratiques. Donc, dans un premier temps, Yann, peux-tu nous dire quelles étaient tes motivations à toi au départ pour mettre ces pratiques en place sur ta ferme? Bonjour à tous. La motivation, elle était d'arriver à trouver, à apporter du fourrage sur les périodes estivales, quand on manque d'herbe ou alors qu'on n'a que du stock sur pied, pour éviter de mettre du foin. C'est tout. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire du coup les deux grandes pratiques que tu mets en place, donc le pâturage direct et la rame au sol? La rame au sol, j'ai voulu tenter sur des lignes d'agroforesterie dans des parcelles de pâturage dynamique. Donc j'ai trois lignes qui ont été implantées en 2019. J'ai de l'aulne, de Corse, du tilleul et du mûrier blanc. L'objectif, c'était de faire pâturer le stock sur pied en même temps. Et au début, je pensais faire pâturer en direct les animaux, mais en fait, il n'y a pas l'appétence. Donc, j'ai essayé de recéper en rame au sol. Et on a fait ça la première fois en 2022 et la deuxième fois en 2024. Et l'objectif, c'est de continuer sur cette partie-là tous les 2 ans, sachant que par contre, les mûriers blancs sont quasiment tous morts, ils ne se plaisent pas chez nous. Et les tilleuls, c'est pareil, j'ai pas mal de pertes. Et puis après, l'autre enchantée, pour aller. l'autre partie, l'autre partie, elle est gérée en pâturage direct sur une parcelle de 3 hectares que la commune m'a mis à disposition, qu'on pâture depuis 2017. C'était une parcelle qui était broyée tous les 2 ans. Les arbres, en fait, ont beaucoup poussé depuis qu'on a du pâturage. Et là-bas, en fait, on les laisse en divagation. Les arbres va gérer elles-mêmes entre l'herbe et le, et le pâturage de ligneux. Au début, on a essayé en couloir, et en fait, en couloir, on a beaucoup de casse sur les arbres. Donc maintenant, on laisse divaguer. Ok. Du coup, je me rends compte que sur le diapo, là, et ces rames au sol, c'était à l'été 2024, la photo de droite. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as observé sur tes lots d'animaux dans les deux cas? En fait, dans les deux cas, en très peu de temps, on a l'impression d'avoir des animaux qui sont à l'engraissement en fait, au niveau des bouses. Sur les 3 hectares, comme on reste beaucoup plus longtemps, on arrive à faire reprendre de l'état. Soit on met des vaches qui sont à l'engraissement pour le magasin, ou alors des jeunes qui ont besoin d'un peu plus de valeur. La rame au sol, ça ferait la même chose, mais en fait, j'ai pas assez grand pour me rendre compte. C'est vraiment de l'essai aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as observé sur la végétation dans les deux cas aussi? En fait, ça va revenir à ce que je disais là. Chez nous, le mûrier, en fait, ne repart pas forcément, mais bon, c'est une question de sol. Et après, j'en ai replanté un petit peu, ouais, mais bon, ça fonctionne pas. Le tilleul et l'aulne, ça fonctionne très bien. Ça repart bien. Et après, je pense qu'on peut faire pâturer que tous les 2 ans, par contre. Moi, l'erreur qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a choisi des, des arbres par rapport à leur valeur et pas par rapport à leur appétence. Et je pense qu'on aurait dû faire dans l'autre sens et regarder aussi ce qui peut s'implanter par rapport
aux terres qu'on a sur la ferme. Et après, le pâturage direct, les arbres, c'est l'inverse. Les arbres qui faisaient rien depuis presque 15 ans, en fait, se sont retrouvés à pousser. Et après, nous, on laisse la nature faire. En fait, il y en a qui seront cassés et d'autres qui vont servir à faire de l'ombre. Et puis après, ça fait comme si on les recépait, en fait, ceux qui étaient cassés, qui repartent. Et, euh, et là, ça vient ce que je dis. Ouais, quand on pâture en couloir, on met trop de pression, en fait. Et on a beaucoup de casse. Donc, dans le temps, ça ne pourrait pas durer. Alors que quand on laisse glaner, en fait, on n'a pas du tout de casse. Donc, je pense que même si on fait ça pendant 10, 15 ans, 20 ans, ça fonctionnera. Ok. D'un point de vue du travail, donc par rapport à toi, ton temps de travail, est-ce que tu es satisfait de ces pratiques? Bah, la rame sol, c'est contraignant au niveau du travail, parce que tous les jours, il faut en couper, donc on n'a pas toujours le temps, forcément. Et puis, après, il faut ramasser les branches dans les paddocks. Nous, on les remet dans des haies, en fait, pour boucher des trous. Mais bon, ça fait toujours un peu plus de travail. On en a déjà pas mal. Moi, j'aime mieux, personnellement, le pâturage direct, qui est beaucoup plus simple à gérer. Et je pense que pour les animaux, c'est mieux, parce qu'ils gèrent leur ration plus facilement. Ils ont moins tendance à se jeter dessus. Ok. Et donc, comme Alain, tu as participé à pas mal de journées, tu en as accueilli chez toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à ce groupe? Bah, ça apporte toujours de rencontrer des gens qui ont les mêmes pratiques. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'échanger sur ce qui se faisait dans les autres fermes. Après, on a tous à peu près le même constat. On n'est pas forcément capable de calculer des rations, des valeurs, mais on se rend compte que c'est quand même un bien pour les animaux. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer. Et justement, pour finir, ben, est-ce que par rapport à tes pratiques là que tu mets en place, est-ce que tu souhaites les poursuivre ainsi? La rame au sol, je pense pas. Sauf année compliquée, où là, on fera, mais on faisait déjà, comme, euh, comme tu l'en disais, là, avec un lamier, on en faisait déjà de redonner des feuilles. J'ai déjà vu ça pendant les sécheresses. Donc, ce sera vraiment occasionnellement. Sinon, ça sera géré comme un linéaire classique. Et puis, bah, pour la divagation, oui. Sachant que j'ai même d'autres zones où j'ai des frênes que j'ai recépées et du coup, ça fait un petit pâturage au sol. Ça, c'est très facile à gérer. Un coup de broyeur. Donc, je vais partir là-dessus. Oui, on vous a présenté deux essais, mais Yann met d'autres choses en place sur la ferme. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais du coup, on répondra après le témoignage de Grégoire. Donc, Oui, c'est ça. On répondra à toutes les questions à la fin des trois témoignages en prenant en priorité les questions dans le chat et ensuite, si on a répondu à tout, on pourra prendre des questions à l'oral aussi. Voilà. Donc, bah, merci Tiffaine et Yann pour ce témoignage. On va pouvoir passer au témoignage de Grégoire qui va être interrogé par Clément. Interroger est un grand nom. Bonjour tout le monde. Du coup, Gré- Grégoire, si tu es là, bah, je vais peut-être te laisser. Je vais présenter peut-être rapidement la ferme et puis après, on va faire les mêmes questions que tout à Bah, l'heure. je peux le faire si tu veux. Ouais, vas-y. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien, Grégoire. Super. Donc oui, je m'appelle Grégoire Mindet, je suis éleveur de vaches nantaises à Notre-Dame-des-Landes, environ une cinquantaine de bovins, 30 vaches allaitantes. Euh, et mon parcellaire, c'est 52 hectares avec un bon deux tiers de prairies humides. Euh, Et pour en venir au sujet, l'enjeu principal pour moi, c'est à la fois une question d'économie et puis aussi on va dire, de densifier les relations avec les écosystèmes qui sont présents sur la ferme. Donc c'est un bocage qui est assez dense. J'ai 15 kilomètres de haies sur ces 52 hectares, donc des haies assez fournies, assez profuses, assez ébouriffées, on va dire. Et, il y avait un enjeu, je dirais, aussi de baisser la consommation de fourrage apporté.
en été, au moment du repos végétatif des graminées. Ça correspond assez bien aussi, pour moi, la pratique de la rame au sol, de l'affouragement en ligneux par la rame au sol, avec le fait qu'il est difficile d'entretenir les haies dans des prairies humides en hiver, comme ça se fait habituellement sur les haies ailleurs. Tout simplement parce que, il est difficile d'entrer dans les parcelles et d'abîmer les sols avec des engins ou autres en hiver. Du coup, pour moi, la période d'entretien des haies, à partir du 15 août jusqu'à fin septembre, elle correspond assez bien avec le moment où il y a un besoin de complément de fourrage, d'alimentation pour les animaux, du fait que les graminées sont moins nutritives, peu appétantes, etc. Donc l'utilisation de la rame au sol, c'est à la fois pour toi l'intérêt de pouvoir entretenir tes prairies, pardon, ton bocage à un moment opportun par rapport à tes prairies qui sont humides, et le fait Oui, d'apporter de la nutrition à tes animaux. exactement, c'est ça. Ensuite, il y a aussi un autre enjeu, c'est que donc on a sur mon parcellaire comme sur la plupart des exploitations de Notre-Dame-des-Landes, on a signé des baux à clause environnementale avec le département de l'Atlantique. Donc il y a des mesures de protection des haies. On se doit d'enclore les haies. Donc, les haies doivent faire 4 mètres avec un pied de haie de 1 mètre, etc. Évidemment, c'est des enjeux qui sont justifiés par le fait que les bovins, on va dire, sur de l'accès direct aux haies, risquent d'abîmer les talus et d'amoindrir la végétation arbustive qui est importante aussi, évidemment, pour la biodiversité, pour l'effet coupe-vent, etc. Je me suis mis à fourrager avec des branches il y a 3 ans, il me semble. Et effectivement, pendant l'été 2022 où il a fait très sec, c'était très pertinent. J'ai pu constater notamment l'effet diversification de l'alimentation, c'est-à-dire le fait que en alternant différents types de fourrage, on relance, on stimule l'appétit relatif. C'est-à-dire que même sur des prairies un peu sèches, on va dire, pas très appétantes, le fait d'avoir en plus de la feuille bien verte, ça va relancer aussi le fait de pâturer quand même ces prairies et donc de les entretenir malgré qu'elles soient un peu sèches en été, quoi. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment un des effets bénéfiques, on va dire, essentiels de l'affouragement en ligneux, c'est cette stimulation de l'appétit pour les bovins. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à, du coup, à tous les enjeux que tu avais à la fois sur la végétation et sur les animaux, du coup, tu es très satisfait de la pratique. Je suis très satisfait de la pratique. Bien sûr, il y a des ajustements, hein. On est encore au balbutiement, on va dire, par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 100 ans. Mais parce que il y a du. Donc là, pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est effectivement, c'est de venir avec ma tronçonneuse tous les jours pour faire aller une demi-heure, 1 heure ou voire plus selon les possibilités d'affouragement. C'est intéressant aussi parce que sur des périodes comme en été où on a des parcs un peu plus extensifs, ça maintient aussi une bonne relation entre nous, le, les animaux et la haie. Et c'est aussi personnellement ce que je cherche dans ma pratique de l'élevage. Euh, oui, oui, je suis très satisfait de la pratique et j'espère même on va dire l'intensifier, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que je fais, c'est qu'en termes d'affouragement, on va dire, j'alterne entre du pâturage avec une complémentation ligneux, du pâturage avec une complémentation en foin ou en enrubanné, etc., etc. Dans cet objectif de diversité alimentaire
Et aussi parce que c'est vrai que c'est une des choses qui est un peu délicate et sur lequel on attend un peu j'attends quelque chose d'intéressant avec les groupes d'échange et aussi avec les expériences que peuvent mener les fermes expérimentales, c'est d'arriver à mesurer quelle quantité on peut donner et quelle quantité peut être intéressante, voire suffisante, voire à partir de quelle quantité on peut se passer de fourrage stocké, quoi. Hmm. Et c'est vrai que c'est assez difficile à mesurer sur des branches, quoi, qui sont bah, typiquement où c'est assez difficile de savoir combien il y a de TMS, de taux de matière sèche par branche, évidemment. Donc, oui, oui, je suis très satisfait de ça. Après, c'est vrai que, comme le disait le camarade, ça prend du temps. Moi, c'est un temps que j'apprécie, mais je pense qu'on peut aussi, peut-être par peut-être un peu plus de mécanisation ou par des chantiers collectifs ou faire que ça soit peut-être plus agréable ou moins long, quoi, ouais, dans la journée. Super. Euh, Est-ce voilà. que tu as un dernier mot ou tu penses avoir fait le tour? Euh, Oui, bah alors non, il y a un autre aspect sur lequel ça a été intéressant d'échanger avec les collègues sur ce sujet, c'est notamment sur tous les petits tips en fait qui font que ça soit à la fois plus simple et moins dangereux sur le sujet, notamment par exemple comment on gère les clôtures pour pas que les branches abîment les clôtures, comment est-ce qu'on gère la sécurité des animaux aussi, hein, quand on fait tomber un peuplier par exemple, qu'on n'avait pas cassé le dos d'une vache. Euh, et, euh, et aussi, évidemment, de constater les appétences diverses des différentes essences. Moi, sur ma ferme, c'est beaucoup de saules, mais aussi du poirier sauvage, ça peut être du noisetier, ça peut être des arbres qui ont du tanin aussi pour certains types d'animaux. Ça peut être. Enfin, voilà, on échange un peu sur tous ces sujets. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Super, ben merci beaucoup. On va laisser à Roxane reprendre la main. Eh ben, merci à tous pour ces témoignages. On va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Alors, on va prendre les questions dans le chat. On avait une question de Jennifer Champenois sur a-t-on une estimation du pourcentage d'éleveurs qui utilisent l'arbre de façon régulière comme fourrage, en pâturage direct ou en rame au sol, en Pays de la Loire ou alors dans le Grand Ouest? Alors moi, j'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une estimation. Une estimation, je ne sais pas, mais j'étais en train de répondre par écrit à la question. Je pense que c'est très difficile d'avoir une estimation et qu'on est parfois plus sur de l'utilisation ponctuelle, même involontaire, pour les éleveurs et éleveuses dans certains cas. Parce que comme on le disait, les animaux sont attirés par les ligneux et du coup, s'il y a une branche qui se présente, ben, ils vont la consommer s'ils sont intéressés. Et peut-être qu'on peut le voir aussi quand on regarde le bas des arbres proches des clôtures dans de nombreux élevages. Donc il y a probablement quand même beaucoup de consommation. Après, c'est ce qui a été dit, il faut aussi que cette consommation, elle soit stimulée et elle peut aussi être stimulée par un certain nombre de leviers. Et puis, pour terminer là-dessus, c'est aussi une consommation qui est sans doute beaucoup plus importante dans les périodes de sécheresse où il y a des manques de fourrage et en particulier, a priori, lors de la sécheresse de 76. Alors ça commence à être un peu loin, mais on a eu beaucoup de retours d'expérience. Alors il y avait peut-être des haies à l'époque plus importantes, beaucoup de retours d'expérience de consommation de ligneux à cette période-là. Je ne sais pas si ça a été le cas aussi en 2003 bah, on voit en 2022 hein, que pour certains, ça a aussi été un moment où la question est arrivée. Donc voilà, c'est des questions qui techniquement arrivent plus dans ces périodes-là.
Et nous, quand on regarde à l'échelle du projet, c'est vrai que les années peut-être où on a eu le plus de fréquentation dans les réunions de groupe, c'était plutôt les années sèches. Alors cette année, on a mis un peu moins en place de journées, mais voilà, il y avait une participation peut-être un peu plus modeste dans la mesure où l'herbe était bien présente. Alors pas forcément toujours très accessible, mais présente. Enfin, en tout cas, il y avait de la pousse. Je sais pas, peut-être que Simon, tu as une réponse complémentaire là-dessus. Non, non, pas forcément. Eh ben, on va prendre les autres questions. Alors, il y avait des questions sur les distances entre les troncs et les clôtures, auxquelles du coup Lionel a répondu en partie dans le chat. Donc, c'est vrai que sur ça, il y a eu, il y a pas mal d'éléments en fait dans les fiches techniques qui sont disponibles. Sur les bovins, il y a eu assez de retours d'expérience pour avoir un peu des repères et où les repères globaux, c'était de mettre un 1,50 m en clôture électrique avec une hauteur de 90 centimètres pour des haies qui sont en croissance et plutôt mettre 2 mètres entre le tronc et les clôtures pour des clôtures en barbelé. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut compléter, il peut. Après, il y avait des questions sur est-ce que les arbres ont suffisamment poussé entre 2019 et 2022? C'était pour le témoignage de Yann. Et quelles étaient les protections pour les arbres en plein champ? Oui, tu peux peut-être juste remettre la diapo de Oui. Yann. C'est quelques petites questions. Euh, ouais, Ben, en voilà. fait, oui, les arbres avaient poussé, avaient assez poussé. Il y a quelques sujets qu'on n'a pas fait, on a fait un peu au feeling. Euh, Par rapport aux protections, moi, j'ai pas de protection en plein champ. Par contre, sur la photo qu'on voit là, sur les lignes, on avait prévu du tubex pour justement faire du pâturage direct et pas abîmer les arbres qui n'étaient pas encore assez gros. Mais après, en pâturage direct, non, faut rien du tout. Après, moi, je me suis permis de faire des essais parce que c'est une parcelle qui est destinée à être viabilisée un jour ou l'autre. Donc, même si on abîme les arbres, malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Donc, ça nous a permis de faire des essais et de se rendre compte que justement, en faisant un couloir, on cassait beaucoup trop d'arbres. Mais après, les arbres ont une capacité à se reprendre aussi et faire des très grosses pousses la première année qui sont pas mangées par les animaux parce qu'elles ont un tanin très très fort. Donc ça permet à l'arbre de se protéger en fait. On avait une question sur ça d'ailleurs, sur qu'est-ce que le pâturage en couloir? C'est du pâturage dynamique. Donc c'est des couloirs de 40 mètres. En gros, sur chaque ligne de clôture, on a une ligne d'arbre. Et après, on fonctionne en fil avant, fil arrière. À part l'été, si on veut, après, quand il n'y a plus de pousse, qu'on est qu'en stock sur pied, on fonctionne qu'en fil avant avec un retour sur de l'ombre, en fait, euh, sur le fil arrière. Et du coup, avec cette méthode, tu observais une trop grosse pression de pâturage qui Ouais. engendrait une casse sur les arbres. C'est pour ça qu'après, il a changé, enfin, t'as Là, non, on changé. n'avait pas d'appétence. Donc, mais par contre, c'était sur la prairie qu'on avait un gros problème parce que pour essayer de faire manger les arbres, en fait, on a fait du surpâturage, donc on a abîmé la prairie. Et est-ce que tu peux nous parler un peu aussi des essais que tu as fait avec le frêne que tu trouvais intéressant? C'était une question qui a été posée aussi. Ah bah, le frêne, en fait, moi, c'est du frêne qui a poussé naturellement euh, et qu'on recèpe. Et là, c'est carrément une surface, je sais pas, il y a peut-être 400 mètres carrés. On coupe à la machine tous les ans et tous les ans, là, les vaches, elles reprennent. Mais bah, ça, le frêne, c'est extraordinaire pour ça. C'est une très bonne appétence. Et c'est sur une zone où on est l'hiver, donc elles prennent ça avec un peu de roncier. Et en fait, c'est des vaches qui sont à l'engraissement et j'arrivais pas à caler mes rations et je comprenais pas pourquoi, en fait. Et c'est parce que elles faussent ma ration à moi parce qu'en fait, selon ce qu'elles pâturent par jour, donc, bah, ça dépendait de la météo. Eh ben, des fois, elles trouvent assez de matière. Elles n'auraient pas besoin de ration. Il y avait Et la question sur le mûrier blanc. Pourquoi tu penses qu'il n'a pas poussé dans les Bah, lignes? moi, en fait, c'est des terres humides, très humides et séchantes. Et, et il se plaît pas. En fait, les racines, elles sont même pas descendues à 10 centimètres et elles poussent à l'horizontale. Mais après, je connais des gens qu'on a mis en Vendée sur des terres complètement différentes de chez moi.
et ça fonctionne, hein. Mais ce qu'il faut, c'est bien regarder, bah, que ce soit pour planter une haie ou des essais comme ça, ce qu'il faut, c'est regarder les essences qui se plaisent chez nous. Après, il y avait la question justement du choix des espèces, donc l'aulne de Corse, le mûrier blanc et le tilleul qui ont été plantés en ligne pour la... Ouais. Moi, je me suis basé sur les essais qui étaient faits à Lusignan. Et depuis, j'ai lu qu'ils avaient à peu près le même constat que moi. Ils s'étaient rendu compte que avant de choisir les valeurs nutritives, il fallait regarder l'appétence. Et pour moi, en plus, le fait que la plante se plaise dans le sol qu'on possède. Donc, ça a été fait pour ça. Après, moi, j'ai que une ligne par essence, hein, c'est de l'essai, qui a coûté un peu quand même parce on en a replanté plusieurs fois. Mais bon, ça fait partie, c'est comme ça qu'on avance. Euh, Puis ensuite, on a d'autres questions sur a-t-on une idée de la valeur alimentaire de ce type de fourrage? Et, euh, et a-t-on également des exploitations de vaches laitières qui font du pâturage de ligneux? Bah, Euh, sur la valeur alimentaire, on va en parler un peu plus tard. Mais vas-y, peut-être Yann, tu voulais répondre? Pardon, j'allais te le dire. Pour des gens comme moi, elle est compliquée à calculer. C'est ce que je disais au tout début. On n'est pas capable, enfin moi aujourd'hui, je suis pas capable de dire je fais une ration parce que j'ai tant de linéaires de ligneux. Euh, Moi j'avais commencé à regarder ça parce que on avait aussi des animaux qui passaient dans des zones où on utilisait des seaux alléchés en fait pour vermifuger. Et en fait, quand on passait dans des zones, il y avait plus, alléchait plus du tout les seaux. Donc j'ai commencé par ça. J'ai même fait des relevés avec la LPO de ce qu'on avait comme plante et tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, c'est le mélange que l'animal est capable de faire lui-même qui fonctionne. Donc, bah, enfin, moi, à mon niveau, je suis incapable de gérer ça. C'est pour ça qu'en fait, les laisser faire, c'est pour moi ce qu'il y a de plus simple. Ok, merci. Ouais, donc on va y revenir parce que il y a eu des mesures de valeur dans le cadre des essais en ferme XP. Sur la question des vaches laitières, effectivement, dans les groupes, on n'a pas eu énormément d'éleveurs, d'éleveuses de vaches laitières qui ont participé. Quand même quelques-uns, il me semble, dans ton groupe, Louise. Oui, Euh, Anthony Bureau, qui est dans les Mauges, oui, qui fait aussi du pâturage avec des vaches laitières. Donc, enfin, en tout cas, il y en avait quelques-uns dans les groupes. Et donc, et puis après, oui, sur les publications, références sur l'appétence des ligneux, peut-être que Simon, tu peux dire un mot. Enfin, on a beaucoup discuté autour de cette question de l'appétence des ligneux et elle est surtout en regard finalement de ce qu'il y a comme ressources herbagères par ailleurs. Donc on... Du coup, je vais juste compléter. Simon, tu auras peut-être plus d'éléments, mais il existe quand même des références. Je ne saurais pas dire le nom, mais je l'ai déjà vu, puisque le stagiaire qui nous a conseillé à la ferme des établières qui a fait tout notre plan de gestion des haies, etc., l'avait. Il y a un bouquin dans lequel il y a des références de valeur alimentaire des différentes espèces, teneur en tanin, teneur, etc. Après, enfin, ça n'a une valeur que espèce par espèce. Et souvent, comme disait Yann, les animaux, ils ne vont pas manger qu'une seule espèce dans la haie. C'est un bol alimentaire complet, mais on en rediscutera après avec Simon sur les parties ferme XP, mais il y a des références. Pardon, excusez-moi, il y a des références sur les valeurs, mais sur l'appétence. Ben, en fait, l'appétence, elle est liée à notamment la teneur en tanin et à deux, trois éléments en lien avec ces références qui sont déjà compilées dans certaines données. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte quand même avec Tiffen, c'est que même un frêne qui est très appétant, s'il a été, admettons, cassé, donc on va dire comme OCP, il va faire une pousse énorme, on l'avait vu, hein, et les animaux n'y avaient pas touché. En fait, quand on gratte un peu, si on voit qu'il y a beaucoup de tanin, en fait. Donc,
Ça, Il y a même, des même sur. mécanismes de Ouais, protection. C'est pareil pour la ronce. Si vous la fauchez régulièrement, elle va être pas très bonne à consommer. En revanche, si c'est des animaux qui la rabattent, elle va devenir de parce plus que en plus souple. l'animal, en fait, il touche pas beaucoup Ouais, à la tige. exactement. Il prend la feuille. Donc la C'est tige n'est ça. pas agressée, donc elle a moins de piquant. Oui, alors pour compléter un petit peu, je suis complètement d'accord avec tout ça. Au niveau des valeurs alimentaires, les références, pour moi, pour l'instant, c'est Lusignan. Hein. Lusignan, on a, vous pouvez trouver sur Internet, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous tapez valeurs alimentaires, fourrage ligneux de Lusignan, vous allez avoir tout un tableau, espèce par espèce. Enfin, il n'y a pas toutes les espèces, mais il y a quand même pas mal où on a euh, les MAT, la teneur en azote, la digestibilité, la cellulose, tout ça, espèce par espèce. Donc c'est intéressant. Après, ce qui a été fait à Lusignan, si on le refait avec les mêmes espèces, je sais pas, dans un contexte différent, peut-être que le frêne à Lusignan et le frêne à Angers aura une valeur différente aussi, parce que ça va dépendre de la nature du sol aussi. Ça va dépendre aussi du stade végétatif. Donc en fait, l'appétence, elle est hyper. Enfin, la valeur des espèces, elle peut être hyper. La valeur alimentaire des espèces peut être hyper différente d'un contexte pédoclimatique à l'autre, d'une part. Et la notion d'appétence, en fait, je pense qu'il faut voir ça comme quelque chose d'assez relatif aussi, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend du type d'animaux. Ça dépend éventuellement de la race, de la rusticité, et ça dépend surtout des apprentissages et de l'éducation des animaux, quoi. Tout à l'heure, c'est Alain qui parlait de transmission et d'apprentissage des mères sur les jeunes. Bah ça va créer de l'appétence pour l'animal, quoi. Donc c'est toujours quelque chose qui est assez difficile à généraliser, cette notion d'appétence, puisqu'elle dépend vraiment à la fois du contexte euh, de l'espèce, dans pédoclimatique de l'espèce, et à la fois des habitudes des animaux et de leur éducation. Alors, il y a beaucoup de ressources mises sur le chat, donc notamment les références des articles de Lusignan, auxquels on fait aussi, nous aussi, référence dans les livrables du projet. Donc, merci pour ces apports. Ouais, j'étais en train d'écrire une dernière référence justement sur ce point-là. Voilà. Après, on avait juste une question sur est-ce qu'il y a eu des expérimentations de fait sur le robinet. Alors, je crois pas que dans les groupes, là, il y en ait qui aient été faits, mais peut-être que justement, dans toutes ces références euh, produites par Lusignan ou d'autres, vous en trouverez. Alors, le robinet, apparemment, il est quand même assez. Il n'y a pas eu d'expérimentation. Enfin, moi, j'ai pas, j'en connais pas forcément, mais par contre, des retours d'expérience, étant donné que c'est une légumineuse, c'est une espèce qui semblerait assez appréciée de manière générale, du moins le feuillage. Ok. Est-ce que tu sais, Simon, s'il y a eu des expérimentations sur les ormes de lutèce et les autres ormes? Parce que c'est une question qui est posée aussi. Non, pas forcément. Je sais pas. Ok. Après, il y a quand même des rappels sur le fait que le robinet est une espèce assez invasive qui est fait par par certaines personnes dans le chat. Donc c'est vrai que ça peut être difficile à contenir comme espèce, faut y penser avant d'en installer. On a terminé le temps de questions. Donc du coup, on va pouvoir peut-être passer à la suite. On va pas avoir le temps, je pense, de prendre d'autres questions à l'oral, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. On pourra y répondre sur l'autre temps de questions ensuite. Euh, donc là, on va passer à la partie 3 sur justement le résultat des suivis en ferme expérimentale et les analyses des essais qui ont été faits sur les fermes. Donc je vais passer la parole à Simon Laugeret et à Sixtine Vieux de la Chambre d'agriculture qui vont vous parler des essais qui ont été faits sur la ferme expérimentale des établières et de Tourigné. Ensuite, ce sera Coraline qui
Coraline Franchetti qui pourra parler un peu des constats transversaux qui ont été faits sur tous ces essais-là. Et ensuite, on aura un autre temps de questions-réponses qui fonctionnera comme là, avec des questions dans le chat et ensuite, euh, et ensuite à l'oral si on a le temps. Donc, je passe la parole à Simon et à Sixtine. Donc, nous, on va vous présenter les résultats des fermes XP. Donc, comme on en parlait à l'instant, ce qu'on a essayé d'aller chercher, c'est des données que on peut pas avoir en ferme standard, on va dire, hein. C'est comment l'animal se comporte face à la haie, quel type d'espèce il va consommer, parce que on sait qu'on a du mal à, enfin, on ne sait pas toujours pourquoi l'animal va consommer la haie ou pas. Est-ce qu'il cherche une équilibre de ration? Est-ce qu'il cherche un déparasitage? Est-ce que c'est autre chose? Bref, donc l'idée, c'était un peu d'essayer de comprendre l'interaction haie, prairie et animal. Et donc pour ça, on a suivi des lots d'animaux à deux périodes différentes dans deux fermes expérimentales, donc Torigné qui est en Maine-et-Loire et les Établières qui est en Vendée. Toutes les deux des fermes dans des régions bocagères avec beaucoup de haies en bordure de parcelles. Et donc pour Torigné, on a suivi des animaux sur une parcelle, une prairie naturelle humide. Et pour les établis, on était sur une prairie temporaire avec des haies composées pour Torigné de ronces, sauleroux, prunus et chênes en majorité. Et pour les établières de ronces, aubépines, pruneliers, églantiers et chênes. Donc volontairement, on est parti sur des haies déjà existantes, formées spontanément, en tout cas au fil du temps de l'exploitation, quoi, pas des haies implantées par nous récemment, quoi. Et donc, on a été suivre différentes périodes de pâturage pour voir un peu si le comportement des animaux était différent en fonction de la période de l'année et donc de la ressource herbagère disponible au sol. Et on a été, alors nous, établir, on l'a fait sur des vaches taries dans le cas des deux suivis. Et Torigné a suivi des bœufs Angus et des génisses limousines sur une des périodes et des génisses limousines sur la deuxième période. Tu peux passer, Roxane. Donc, le protocole expérimental qui a été mis en place, l'idée, c'était d'aller caractériser les ressources disponibles. Donc, on sait très bien que la consommation de l'arbre, donc de la ressource ligneuse, dépend fortement de la disponibilité en herbe au sol. Plus l'herbe est limitée, plus potentiellement ils peuvent aller euh, dans la haie. Ça, c'est une idée qu'on a. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que parfois, comme je disais, ils vont pas chercher autre chose et donc ils consomment autant la haie, même si il y a de la disponibilité au sol. Et donc, on a été donc sur la prairie, on va dire quelque chose de très standard. On a identifié les espèces botaniques présentes et leur abondance. Donc, on a fait des quadras, des herbomètres, entrée-sortie de parcelles, etc., pour évaluer les hauteurs, la densité et les types de végétation mis à dispo des animaux. Et sur la haie, c'était quelque chose d'un peu plus expérimental puisque c'est plus compliqué à caractériser. Donc, on a commencé par identifier les espèces représentées dans la haie. On a sélectionné les espèces les plus représentatives de la haie mise à disposition. Et ensuite, on a analysé une dizaine de rameaux dans la haie où on a compté le nombre de feuilles présents, donc avant l'entrée des animaux, etc. On les a identifiés avec un ruban et l'idée, c'était derrière ensuite de les caractériser ce qui avait été consommé sur chaque espèce, sur chaque rameau, pour avoir un peu un ordre d'idée global et venir recomposer un bol alimentaire type de ce qu'on pense qu'elles ont consommé, pour ensuite l'envoyer en analyse alimentaire et créer un bol alimentaire et pas une référence espèce par espèce. Et donc, après pâturage, on est revenu évaluer la consommation, comme je disais, hein. On a fait les matières sèches et les valeurs alimentaires. Et pour le pâturage d'herbe, on a refait les hauteurs, les densités, la caractérisation pour évaluer la consommation. Et encore une fois, en envoyant en analyse, on a fait les matières sèches, les valeurs alimentaires. Donc, l'idée, c'était, donc c'est ce que Simon va vous présenter après, c'est vraiment de faire le lien entre caractéristiques de la ressource au sol et comportement alimentaire des animaux dans la haie par rapport à la caractéristique de la ressource ligneuse. Voilà. Donc, je vais laisser Simon vous présenter les résultats de ces analyses.
Oui, ben bonjour à tous. Alors pour les résultats, effectivement, donc vous voyez, il y a ces quatre diagrammes là. Donc en orange, on a ce qui a été consommé sur la haie, et en vert, on a ce qui a été consommé sur la prairie. Alors vu qu'on avait des catégories d'animaux différents, donc ça c'est réellement ce qui a été consommé par l'animal, mais on l'a rapporté à, à ce qui avait été consommé pour une journée de pâturage pour des animaux qui consomment environ 10 kg de matière sèche par jour, histoire de pouvoir comparer entre les différents animaux et les différentes catégories d'animaux qui peuvent avoir des besoins différents. Et en plus, les durées de pâturage étant différentes, pour pouvoir comparer, on a rapporté ça à une journée de pâturage avec des animaux, des jeunes bovins qui avaient 10 kilos de besoin de matière sèche par jour. Et donc, ce qu'on peut voir assez nettement, c'est que la ressource herbacée reste quand même quelque chose de privilégié par les animaux. Dans ces cas-là, hein, dans les cas des établières et, euh, et de tauriniers. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'on a beaucoup plus de consommation ligneuse en période estivale, que ce soit à Taurigné ou aux établières. On voit en août 2022, sur Taurigné, à peu près 25, c'est quasiment un tiers de la ration qu'aurait été consommée dans la haie et deux tiers au pâturage. Aux établières, on est sur quasiment un quart. Là où en période automnale et en période de printemps, on est sur vraiment de la consommation opportuniste et très peu de quantité de matière sèche ingérée. Qu'est-ce qu'on peut dire également? En fait, j'ai pas mis les valeurs alimentaires dans le tableau, ça vous le retrouverez dans les livrables, mais je vais pouvoir en parler quand même. Par rapport aux valeurs alimentaires qui ont été faites, parce que, comme le disait Sixtine, à la fin du pâturage, on a essayé de recomposer ce qui avait été consommé dans la haie, non pas espèce par espèce, mais sur l'ensemble des espèces. Et donc, du coup, ça, on l'a envoyé en analyse. C'est en partie un peu moins intéressant que ce qu'on retrouve dans l'herbe, mais c'est quand même assez intéressant quand même, c'est-à-dire qu'il y a à manger. Il y a une digestibilité qui est un peu moins intéressante que sur la partie herbacée. Et ça semble à peu près logique puisque on a observé qu'il y avait des rameaux aussi qui avaient été consommés. Il n'y a pas que les feuilles qui sont consommées, mais il y a des rameaux qui ont été épointés. Donc en fait, dans le bol alimentaire, on a aussi envoyé un peu de rameaux et donc forcément la lignine présente là-dedans diminue la digestibilité. Donc, on est aux alentours de 50% de digestibilité, là où sur la prairie naturelle humide, on est plutôt à 74, entre 60 et 80% de digestibilité. Donc, on a une digestibilité moindre, mais on n'a pas une digestibilité nulle. Sur tout ce qui est matière azotée, donc c'est ce qui est quand même assez intéressant, c'est l'énergie quand même. On a quelque chose qui est assez intéressant aussi. On était sur la haie entre 10 et 15% de digestibilité, là où sur la prairie, on était entre 12 et 25%. Donc c'est pareil, ça reste peut-être un petit peu moins intéressant, mais quand même assez intéressant, surtout en période estivale. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ces résultats-là. Donc forcément, vous aurez plus d'informations sur les livrables. La limite de la méthode, quand même, puisque, enfin, il y en a une, c'est qu'en fait, il aurait fallu un nombre de rameaux témoins. Là, on avait pris 10 rameaux témoins sur la haie. Euh, Vous imaginez que c'est pas forcément suffisant pour pouvoir fiabiliser ces résultats. Il faudrait peut-être avoir une bonne cinquantaine de rameaux témoins par haie à chaque fois. Et puis surtout, ce qui serait intéressant, c'est de répéter ces résultats-là dans plusieurs fermes, soit expérimentales ou même chez des éleveurs, pour pouvoir conforter ces premiers résultats, puisqu'on n'est pas à l'abri, je sais pas moi, par exemple, un chevreuil soit passé par là et dévorer tous les chênes à ce moment-là sans qu'on puisse s'en apercevoir, quoi. Hein.
Donc voilà. Après, on a essayé quand même de regarder espèce par espèce en quantité de matière sèche ce qui avait été consommé par les animaux. Et on a aussi, par extrapolation, on a essayé d'évaluer ce qui était disponible. Donc de faire la part des choses entre la consommation de l'animal vis-à-vis de l'espèce par rapport à la quantité de matière sèche disponible dans la haie, hein. Et donc là, c'est assez intéressant puisqu'on se rend compte, par exemple, qu'à Torigné, en mars 2022, la ronce, c'est quand même l'espèce qui a été le plus consommée en quantité. C'était aussi celle qui était le plus disponible. En même temps, on était fin mars, début avril, hein, et c'était quasiment la seule qui était disponible. Et c'est une période où elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus appétante pour les animaux, hein. Et donc là, on peut aussi introduire la notion d'appétence relative, puisqu'en fait, on se rend compte que dès qu'on arrive en période estivale, là où les autres espèces, par exemple à Tourigny, sont présentes comme le chêne et le saule, la part de consommée par rapport à la part de disponible sur les espèces chêne, saule et prunus est beaucoup plus importante que sur la ronce. Donc en été, les animaux sembleraient euh, aller vers d'autres espèces que la ronce, ce qui semble pas très étonnant. Donc voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, apparemment, il y a une appétence plus importante vers les saules, prunus, aubépines, chênes que vers la ronce, mais la ronce semble quand même toujours un peu consommée. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que vu qu'elle est, enfin ce qu'on peut imaginer, c'est que vu qu'elle est beaucoup présente dans les haies de manière générale, on se rend peut-être pas forcément toujours compte qu'elle est consommée. Voilà, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a eu aussi un suivi vidéo sur la ferme des établières qui a été fait en novembre 2023 avec les vaches taries. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, sur 24 heures d'observation, il y a eu 20 minutes de consommation des animaux dans la haie qui ont été observés avec le suivi vidéo pour 3 minutes de grattage. Et donc ça conforte un petit peu les résultats qu'on a de faible consommation aussi des animaux en novembre 2023 euh, vis-à-vis de la ressource ligneuse. Voilà ce que j'ai à dire à peu près, l'essentiel. Merci Simon. On va passer la parole à Coraline pour les constats transversaux. Ouais, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Coraline, je suis animatrice du coup pour le CIVAM de la Mayenne. Et en fait, ce qu'on voulait vous proposer là avant le dernier temps d'échange, c'est de reprendre un peu tout ce qui a été dit, prendre un peu de recul sur à la fois le suivi chez les éleveurs, les suivis en ferme XP, et puis tout ce qui a pu être dit et échangé pendant les rencontres qu'on a pu faire au niveau régional, départemental et montrer qu'en fait, bah, derrière une grande diversité de pratiques, là on en a eu un peu une première appréciation, et ben en fait il y a quand même des constats et des observations transversales quoi, qui sont ressorties entre les différents éleveurs, les différentes fermes, etc. Et l'idée, c'est qu'on a essayé, nous, de synthétiser ça en prenant trois points de vue, donc sur les trois éléments qui interagissent quand on parle d'arbres fourragers. Donc les animaux qui consomment, ensuite les végétaux, et puis le rôle aussi là-dedans de l'éleveur, de l'éleveuse, et de ses pratiques, son organisation du travail. Donc voilà, une petite synthèse et vous pourrez retrouver quelque chose de plus complet du coup dans les livrables qu'on a pu rédiger. Donc déjà d'un point de vue animal, il y a deux points qui sont ressortis. Le premier, c'est tout ce qui est autour du coup de habituer les animaux à consommer de la ressource et notamment l'importance de l'éducation là-dedans. Donc l'idée, c'est on a observé, enfin les éleveurs, éleveuses ont observé qu'il y avait certaines races qui vont plus facilement que d'autres naturellement vers les ligneux, mais qu'en fait c'était possible avec toutes les races. Là, on a vu du bovin allaitant et de l'ovin viande en témoignage. Ça se voit aussi en vache laitière, en caprin, etc. Et que les deux points sur lesquels on pouvait insister, c'est le mimétisme des jeunes. Donc quand des jeunes sont intégrés dans un troupeau adulte, ils vont bah, s'habituer plus, en tout cas prendre les habitudes des adultes. Et puis le rôle aussi là-dedans de l'éleveur, c'est l'exposition régulière à la ressource.
Et donc, c'était un peu le témoignage de Yann de dire, bah, des fois, en apportant d'abord la ressource à l'auge ou en commençant par de la rame au sol, les animaux vont s'habituer à la ressource et ensuite aller naturellement consommer dans la haie. L'autre point qui est ressorti pour les animaux, c'est l'intérêt dans l'alimentation. Donc ça a été dit, hein, en période de sécheresse, ça peut être plus appétant que l'herbe, plus vert, et ça peut être complémentaire en quantité. Le rôle aussi dans la diversification de la ration, la stimulation de la curiosité. C'est Grégoire qui en a parlé pendant son témoignage, mais c'est ressorti dans d'autres témoignages également. Et la dernière partie, qui est à la fois une observation et pour l'instant beaucoup une motivation des éleveurs et éleveuses à faire pâturer leurs animaux, c'est que les animaux du coup bah, vont sélectionner dans cette ressource-là quelque chose qu'ils vont pas trouver forcément ailleurs, et notamment bah, par exemple les tanins pour la lutte contre le parasitisme, tout en sachant que pour l'instant à ce stade on a encore beaucoup de questions là-dessus et on n'a pas toutes les réponses sur qu'est-ce que ça peut leur apporter vraiment en termes de ration, etc. Donc voilà pour la partie animale. Et ensuite, pour la partie du coup, point de vue végétal, on s'est là plutôt orienté sur le pâturage direct, puisque c'est là où il y a une vraie interaction entre du coup l'animal et le végétal. Et pour ici, l'idée, c'est de se dire, bah, de trouver un équilibre entre la consommation de la haie par les animaux, et se dire, bah, est-ce que la haie, on a envie qu'elle grandisse, est-ce qu'elle doit rester stable, ou qu'au contraire, on veut la faire régresser? Et donc là-dessus, quelques points de vigilance qui sont ressortis sur le pâturage direct, c'est bah, attention au surpâturage, à épuiser du coup les ressources comme on peut le faire avec une prairie. Attention également à la casse et à la fragilisation des arbres. Et ensuite, dernier point, on en a aussi parlé là pendant ce webinaire, c'est les mécanismes de défense de l'arbre qui vont diminuer l'appétence ou son accessibilité. Par exemple, avec un pâturage bas ou après, ensuite, les arbres vont développer des branches plutôt hautes et donc ce sera plus accessible pour les animaux. Quelques recommandations, préservation qui sont toujours pareilles, hein, ressorties des témoignages, des échanges qu'on a pu avoir du coup pendant ce projet-là. Éviter les jeunes haies et les haies récemment entretenues, donc pour éviter d'aller puiser dans leurs réserves qu'elles sont en train de constituer. Empêcher l'accès direct au tronc, puisque du coup il y a un vrai enjeu du coup de survie de l'arbre. Donc effectivement l'installation de la clôture est très importante. Et dernier point, c'était donner accès à seulement une partie des haies chaque année et donc pas donner accès aux haies tous les ans. Et donc ça, c'est Yann qui a pu en parler aussi dans son témoignage. Et donc dernier point ensuite sur le travail. Donc avec 3 points là qu'on ressort. Le premier, la suite du milieu sur le pâturage direct, pour continuer. C'est qu'en effet, du coup, pour certains éleveurs, il y a un travail non négligeable de mise en place, d'ajustement des clôtures. Même si une fois qu'après c'est fait et bien réglé, ça peut faire effectivement gagner du temps. Pour la rame au sol, c'est un gain de temps à condition que ce soit compris dans l'entretien des haies. Et sinon, effectivement, il y a un temps supplémentaire du coup d'outillage. Enfin voilà, Grégoire en a parlé aussi. Euh, donc voilà pour la rame au sol. Et pour terminer sur une note positive, on a quand même beaucoup d'éleveurs éleveuses qui ont ressorti du coup le gain de lien avec leurs animaux et les interactions qui sont renforcées ou quand ils arrivent dans la parcelle avec leurs outils, les animaux viennent naturellement les voir. Donc voilà, une bonne satisfaction du côté des éleveurs pour le lien avec les animaux. Eh ben, merci Coraline pour tout ça et Simon et Sixtine pour la présentation et des résultats et des suivis. On va passer aux questions. Alors, il y avait donc déjà il y avait c'est revenu plusieurs fois les questions sur est-ce que des exploitations de vaches laitières font du pâturage direct des ligneux. Donc oui, il y a des exemples. Et il y en a notamment aussi à l'INRAE de Lusignan et à la ferme Oasis. Donc il y a la responsable de l'agroforesterie qui est avec nous, de cette ferme-là qui est avec nous et qui en a parlé dans le chat. Et puis il y a eu des exemples aussi d'éleveurs dans le groupe qui, euh, qui ont, qui sont des éleveurs laitiers. Après, il y avait une question sur avez-vous un ratio graminées-légumineuses sur la prairie? Les légumineuses incitent les animaux à pâturer du lignifié. Du coup, ça peut jouer sur la proportion de la consommation entre la haie et la prairie. Ça, c'était pour la partie sur Simon, pour les résultats en ferme expérimentale. Je ne sais pas si tu as Alors, des... on avait oui, effectivement, on avait évalué la proportion de graminées par rapport de graminées et de légumineuses dans la prairie. Après, j'ai du mal à comprendre en quoi les légumineuses inciteraient la consommation.
des lignes du clou? Ça, je peux pas répondre. Bah, c'est une question qui a été posée. S'il y a des gens qui ont des documents ou des références sur ce point-là, ça intéresse du coup Yasmine Kadiri, la responsable de l'INRAE de Lusignan sur ce point-là. Et après, il y avait une question sur à partir de quand pâturer une haie qui a été qui a été plantée récemment. Euh, Là, Moi, je je pense vais... que ça dépend vraiment Comment ça? de comment elle s'implante. Je vais donner un exemple, hein. Nous, on veut aller plus loin dans les expés. Donc, à la ferme des Établières, on a mis en place des tables fourragères. Le principe, c'est des arbres plantés en rang type vigne, mais avec 5 mètres d'écart entre lignes d'arbres pour permettre un passage d'outils les premières années. Et au début, on se disait qu'en 3 ans, on allait pouvoir commencer à mettre des animaux dessus. L'idée étant d'avoir la ressource fourragère de l'arbre à hauteur de tête d'animaux. Donc, on va les gérer en taillis, en tétard à hauteur ou en tétard à hauteur de tête. Et que ce soit un peu le dernier paddock qu'on ouvre en période estivale pour prolonger le tour de pâturage. Voilà, quitte à faire un pâturage au printemps pour qu'il y ait une repousse des feuilles derrière et qu'on puisse l'utiliser 2 fois dans l'année. Et donc, on se disait en 3 4 ans, c'est OK, on va pouvoir mettre des animaux. On a planté à l'hiver 2022. C'était des petits plants, très petits plants. Et alors, on a une table fourragère typée humide et une table fourragère typée séchante. Et sur la séchante, potentiellement, avant encore 2 ou 3 ans, on pourra rien faire, quoi, parce que l'implantation a été très compliquée. Elle est encore compliquée. Malgré les mises en défense, on a beaucoup de gibier qui vient consommer, hein, sanglier, chevreuil, etc. Voilà, donc tout dépend. C'est une réponse de Normand, ça, mais tout dépend de l'implantation, enfin, de comment les plants se plaisent là où vous les avez mis et des contraintes qu'il y a autour, que ce soit les années humides, les années très sèches ou les animaux autres qui peuvent venir abîmer un peu vos plants. Même sur une même ligne, il y a des écarts. Même sur une même ligne, il y a des écarts parce que entre Selon la espèces et selon la terre, si vous mettez différentes espèces d'arbres, potentiellement, comme tu disais, toi, tu as eu le problème avec les mûriers blancs, mais il y a des espèces qui vont plus s'implanter que d'autres. Par contre, moi, j'ai plusieurs espèces, mais en espèces uniques par ligne. Oui, C'est comme je voulais faire du ouais. pâturage direct et je voulais pas qu'il y ait Nous, du... on a mixé. On a des lignes en mono-espèces et des lignes en alternance d'espèces. Sinon, en pâturage direct, comme c'était prévu comme ça, c'est obligé qu'il y ait un tri. Et nous, l'idée, c'est de faire que du pâturage direct pour s'affranchir de la problématique, du temps passé à couper les branches et à les mettre à disposition. Et je rebondis juste sur ce que Béatrice Chérivier, pardon, disait dans le chat. Quand on change des bovins de parcelle, ils vont directement dans les haies. Alors, c'est vrai, mais à condition qu'ils sachent que c'est consommable et donc qu'il y ait une éducation avant des animaux. Un troupeau qui a l'habitude, il va y aller direct. Un troupeau qui n'a pas l'habitude, c'est pas forcément la première ressource qu'il va aller chercher. C'est justement que quand on met en couloir, en fait, c'est justement là, ils vont se charger dans un premier temps de ligneux, alors que quand ils sont en divagation, ils vont prendre le temps parce qu'ils savent qu'ils pourront aller chercher quand ils veulent. Mais effectivement, on voit régulièrement nos bovins la tête dans les arbres. Euh, Si Béatrice, tu veux dire un petit mot très très rapidement sur ce point-là, tu peux prendre la parole aussi à l'oral. Donc pour tout le monde, Béatrice Charrier, c'est aussi une éleveuse qui fait partie du groupe et qui a participé à toutes les journées régionales. Et il y a une vidéo qui a été tournée chez elle. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir, Béatrice, ou pas, mais... Faut que je trouve le micro. Non, c'est vrai que tout ce qui a été dit, c'est vrai. Moi, ça fait 5 ans que j'observe davantage mes animaux et comme je l'observe tous les ans depuis 2 ans notamment, au printemps, elle consomme énormément d'épines noires, de toutes les pousses d'épines noires. Après, elles vont changer d'essence. Hein. Chez moi, j'ai
de l'orme, j'ai du charme, j'ai du hêtre, le chêne, on n'en parle pas, ils n'en consomment pas. Le frêne, j'en ai un tout petit peu, mais voilà, ils sont malades, donc voilà, ça diminue. Donc après, moi, ma question serait plus quelles sont les essences dans les années à venir, vu le réchauffement climatique qu'on pourra donner aux bovins. Ça, c'est une grande question auquel peu de personnes ont les réponses pour l'instant, Oui. parce que c'est difficile à répondre, mais en général, les éléments de réponse qu'on peut donner sur ce point-là, c'est plutôt de dire faut essayer et essayer de reprendre des essences qui sont sur enfin des arbres en fait qui sont sur le territoire et qui sont peut-être adaptés aussi, se sont adaptés au fur et à mesure de la génétique, quoi. Et ben on est à la fin du temps de questions et on a répondu à toutes les questions. Donc, on va passer à la suite. Ah, il y a une dernière question. C'est difficile de parler de temps avant pâturage. C'est plutôt une question de volume, maturité des différentes espèces, parfois très variable, avec un point de vigilance à la préservation et la régénération de la haie. Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Je voulais le dire tout à l'heure. Euh, En fait, je pense que une ressource ligneuse, ça se réfléchit un peu comme une ressource herbacée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi nos objectifs de consommation et qu'est-ce qu'on met en place pour préserver la ressource derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des critères d'entrée et des critères de sortie de la haie des animaux, observer un petit peu la consommation des animaux et puis surtout bien veiller aux périodes de pâturage et aux périodes de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'année où la haie est beaucoup plus sensible que d'autres. C'est plutôt la période estivale. Donc c'est là où attention avec cette idée de recette miracle de l'arbre fourragé pour pallier au réchauffement climatique. Parce que moi j'ai quand même vu parfois des friches pâturées en période estivale, c'était super, mais sauf que 4 ans après, il n'y avait plus rien d'accessible pour les animaux, quoi. Donc en fait, ça se gère de manière, pour moi, comme une ressource fourragère. Et donc ça veut dire il faut bien réfléchir à ces critères d'entrée et de sortie, comme on fait dans une parcelle lambda, quoi. Bien, sur cette dernière intervention de Simon, on va passer à, à la conclusion de ce webinaire. Donc là, merci à tout le monde d'avoir participé et merci euh, à, à tous pour vos témoignages et je vais passer la parole à Solène. Oui, merci beaucoup. Oui, merci à tous les orateurs et à tous les témoignages. C'était un webinaire très, très riche. J'en profite aussi pour remercier Lionel qui a animé ces 4 années de projet d'une main de maître et à toutes les animatrices qui ont partagé voilà, tout ce travail au long des 4 années sur cette action-là. J'en profite pour vous dire qu'il y a d'autres webinaires, je l'évoquais tout à l'heure en introduction dans le cadre du projet ClimaVeg. Je vous ai mis là le programme, mais je vous mets surtout dans le chat le lien. C'est sur cette page-là que vous pourrez retrouver tous les replays des webinaires passés et les quelques webinaires qui restent à venir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est bien évidemment gratuit, mais sur inscription pour avoir le lien. Et sur la dia d'après, j'en profite également pour vous inviter à la journée finale du projet ClimaVeg. Là aussi, sur inscription, pareil, je vous mets le lien dans le chat. Ce sera à Nantes et c'est l'occasion pour venir échanger et discuter de vive voix avec tous les partenaires du projet qui ont participé globalement à l'ensemble des travaux. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions aussi bien sur le projet que sur la tâche qui a été présentée aujourd'hui, donc sur le projet, n'hésitez pas à revenir vers nous au sein de l'équipe de VG Police Valley. Et sur la tâche, vers Lionel qui a coordonné tout ça ou directement vers les orateurs d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.
Merci beaucoup et merci d'avoir respecté les consignes pour les micros, etc. C'était très agréable d'animer ce webinaire.